L'envers des joies de l'été, après les feux de forêt, la sécheresse, après les accidents de montagne, le naufrage d'un canot de sauvetage au large de Brest. Ce naufrage a fait 5 morts. Troisième partie de notre enquête spéciale sur les femmes qui se battent pour le pouvoir, à l'exemple de Corée Aquino aux Philippines. Ce soir, Benazir Bhutto au Pakistan. Embouteillage dans le massif du Mont-Blanc pour le bicentenaire de la première ascension. Antenne 2, la télévision des sommets. Télématin, Antenne de midi et le journal de 20h demain sur le Mont-Blanc en direct. Nous sommes le jeudi 7 août 1986. Cela fait 503 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine. 442 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat. 152 jours de détention pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2. Et 92 jours de détention pour Camille Sontag. Il reste 7 otages français détenus au Liban. Bonsoir. Le naufrage d'un canot de sauvetage au large de Brest est un rappel dramatique de ce que cachent souvent les joies estivales. Comme les pompiers victimes des incendies qu'ils combattent, les marins de la Société nationale de sauvetage en mer, 5 hommes qui ont péri la nuit dernière, étaient partis en mission. Ils étaient partis aider un voilier en difficulté. Le canot de sauvetage a fait naufrage dans les parages de l'île Vierge. Un seul corps a été retrouvé. Commentaire Marcel Tria. Le capitaine de corvette Coignet avait été porté disparu vers 3 h du matin. Ce n'est qu'au petit jour qu'un hélicoptère l'a enfin repéré, fracassé sur ces rochers de l'estuaire de l'Abervrac au large de Brest. À bord, ils étaient 5 marins bénévoles du sauvetage en mer. 2 corps ont été repêchés jusqu'ici. Alertés par des fusées de détresse, ils étaient partis vers minuit au secours d'un voilier en difficulté. Vers 2 h, dernier contact radio, ils sont dans la zone de recherche. Mais le Coignet affronte un vent de force 6, une mer mauvaise dans un secteur hérissé de rochers à fleur d'eau. Soudain, plus rien. Le piège s'est refermé sur ces marins pourtant parmi les plus expérimentés. Ils ont fait des remorquages extraordinaires. Ils ont remorqué un bateau de 32 mètres une fois. Et ils ont réussi à le remorquer ici, un bateau américain. On se demande comment ils ont réussi. C'était vraiment des véritables champions quoi, dans leur spécialité, si vous voulez. Sur des bateaux souvent vieux de plus de 30 ans, comme le Coignet, les marins du sauvetage en mer ont secouru l'an dernier 11 424 personnes en péril. À chaque sortie, ils touchent 60 francs pour leurs frais de casse-côte. 60 francs pour sauver des vies et risquer la sienne. Il y a eu d'autres noyades aujourd'hui, notamment au large des côtes vendéennes. Retour d'une partie de pêche, ça se passait près de Bretignolles. 2 morts, 1 disparu. 12 sapeurs-pompiers volants appartenant à l'unité de lutte aérienne contre les incendies de forêt de Marignane ont été les victimes des feux depuis 1983. Ce sont des membres des équipages des Canadair. Les derniers accidents avaient provoqué un mouvement de colère de ces pompiers du ciel qui réclamaient du matériel plus moderne. Ce matin, le président de la République, François Mitterrand, s'est rendu à Marignane. Il était accompagné du ministre délégué à la sécurité, Robert Pandreau. Au programme, un vol d'une demi-heure, de quoi se rendre compte de la dextérité et des risques pris par les équipages. Le pilote que j'ai rencontré aime son appareil. Et on sent même une sorte de fierté devant cet appareil déjà ancien, on peut dire 15 ans, mais qui rendent des services énormes et qui sont quand même très sûrs. Mais les Canadair arrivent en fin de carrière. Les pilotes s'inquiètent du renouvellement de la flotte. Réponse du président, pas de problème budgétaire, mais le successeur du Canadair n'existe pas encore. Sa construction pourrait d'ailleurs être l'occasion d'une coopération européenne. Le vieux matériel, il est encore solide, hein? C'est en bon état, ce matériel. Vous suivez. Deuxième point abordé avec les pompiers volants, le statut particulier que réclament les navigants. C'est cette revendication qui a motivé il y a quelques jours une menace de grève. La réponse est venue de Robert Pandreau qui accompagnait le président. Très bientôt, il existera un nouveau statut, celui de pilote de bombardier d'eau. Voilà, et voici une attestation que nous avons pu nous procurer. C'est l'attestation originale du vol délivré par le commandant de la base de la sécurité civile de Marignane au président de la République. Cette attestation fait foi donc du vol réalisé par le président de la République. Il est écrit que le président a effectué un amérissage, un écopage, un largage, un atterrissage pour une durée de vol de 18 minutes. Le ministre de l'Agriculture, François Guillaume, a annoncé des mesures conservatoires en faveur des milliers d'agriculteurs victimes de la sécheresse. Pas d'impôt sécheresse cependant. La FNSEA s'est félicitée des dispositions prises par le ministre pour faciliter l'approvisionnement des agriculteurs sinistrés et lutter contre la spéculation. Explication d'Ève Mettet. Il n'y aura donc pas d'impôt sécheresse. François Guillaume, qui recevait ce matin les délégations syndicales agricoles, a été formel sur ce point.
Lorsque, par exemple, il faut venir en aide aux chômeurs, on n'a pas créé un impôt spécial pour venir en aide aux chômeurs, on n'a pas créé un impôt spécial pour prendre en charge le déficit important d'un certain nombre d'entreprises nationalisées. Chaque fois, on a puisé dans les caisses de l'État pour faire face à ces besoins essentiels. Et cette fois-ci, en ce qui concerne les indemnisations nécessaires pour faire face donc aux conséquences de la sécheresse, il faudra trouver dans le budget les moyens nécessaires pour y parvenir. Trouver dans le budget. Au ministère, ce matin, on a parlé d'aides à la trésorerie, de prêts bonifiés. Le langage était clair, les agriculteurs ne seront pas oubliés. Pas de précipitation, ces mesures n'entreront pas en vigueur avant qu'un bilan définitif de la sécheresse en France ne puisse être dressé, c'est-à-dire avant plusieurs semaines. D'ores et déjà, 18 départements ont demandé à être déclarés sinistrés, notamment dans le sud-ouest et le centre, des régions déjà éprouvées l'année dernière par la sécheresse. Les premières victimes sont les éleveurs, à qui se pose un problème de fourrage. Mais les menaces sont importantes aussi dans le sud-ouest sur les productions végétales, tournesol et maïs. Selon l'Office national des céréales, la production française de blé et d'orge serait en recul de 12,5% par rapport à 1985. François Guillaume a donné rendez-vous au syndicat dans 10 jours pour faire un nouveau point de la situation. Le juge d'instruction chargé de l'affaire de la prise d'otage de la banque Worms, réalisée le 24 juillet dernier, a convoqué Martine Pietri ce soir, la victime, la secrétaire de la banque, celle qui fut enlevée pendant 8 jours après avoir décidé de la placer en garde à vue. Et Martine Pietri serait complice de son ravisseur. Elle a été ce soir inculpée et écrouée. Je vous rappelle que la rançon n'a jamais été versée. Au Quai des Orfèvres, explication de Dominique Thiers. Martine Pietri est donc inculpée depuis quelques minutes par le juge Rivière de complicité d'arrestation illégale, d'outrage à magistrat, de complicité d'extorsion de fonds. Ce rebondissement intervient 6 jours à peine après sa libération. Martine Pietri aurait reconnu un certain nombre de faits devant les enquêteurs qui, depuis hier soir, l'avaient placée en garde à vue. La secrétaire de la banque Worms mettrait en cause un couple sans que l'on puisse donner pour l'instant plus de précisions. L'affaire semblait, en tous les cas depuis le départ, bien mystérieuse. Les enquêteurs n'ont pas cru à la version de Martine Pietri qui disait ne pas connaître son ravisseur. Celui-ci est d'ailleurs toujours en fuite et recherché par les services de police. Martine Pietri, elle, sera déférée au parquet dès ce soir même. Le procureur de la République de Créteil a révélé dans un communiqué le contenu d'un certain nombre de procès-verbaux du dossier d'instruction de la mort du motard William Normand à Fontenay-sous-Bois. Selon le procureur, plusieurs objets saisis chez William Normand avaient bien été volés. Les victimes ont reconnu leurs biens. L'avocat de William Normand réplique et demande que le procureur respecte le secret de l'instruction. « Je pensais que tous les hommes étaient égaux devant la loi, dit l'avocat, mais je remarque que dans cette affaire où l'inculpé est un policier, il bénéficie de la bienveillance du procureur. » Christian Nucci, ancien ministre de la Coopération qui fait l'objet d'une procédure judiciaire conservatoire, n'a pas l'intention de démissionner, ni de son mandat de député de l'Isère, ni de son mandat de maire de Beaurepaire dans ce même département. L'affaire du Carrefour du Développement n'a d'ailleurs jamais apparemment entamé la réputation de M. Nucci dans sa ville. Olivier Lerner et Noël Alexandre pour Antenne 2 ont pu très concrètement le constater à leurs dépens. Ils ont été les victimes des humeurs d'un automobiliste et ils ont décidé de porter plainte. Tout d'un coup, l'ancien garde champêtre de la localité qui est retraité maintenant s'est dirigé sur eux en voiture. Ils ont dû faire un écart pour l'éviter. La caméra est tombée par terre. Les 2 journalistes ont porté plainte. Ils ont le sang chaud, les habitants de Beaurepaire. Les journalistes, ils en ont assez. Visiter l'imprimerie Ronja, impossible. Engager la conversation avec un commerçant, difficile. Parler de l'affaire à Beaurepaire, c'est toute une histoire. Je n'ai pas de déclaration à faire à ce sujet-là. J'habite au Beaurepaire depuis longtemps, vous ? Les 2 cafés du commerce qui se font face dans cette petite commune de 4000 habitants ne nous ont pas permis d'y voir plus clair. La rue attend paisiblement que justice soit rendue. Par contre, à la mairie, où cohabitent 22 élus de gauche et 5 de droite, on se regarde en chien de faïence. Et l'on reparle du financement de la campagne du Parti Socialiste des élections de mars dernier. Pour les élections législatives, il y a eu, il semble, une campagne générale du Parti Socialiste sur l'ensemble du département de l'Isère, conduite par M. Mermaz, et une campagne personnelle de M. Nucci sur son ancienne 6e circonscription, avec des affiches personnelles. Et à votre avis, qui a payé ces affiches? Mais il semble que ce soit ces affiches qui étaient commandées à l'imprimerie Ronja. C'est à partir de là qu'ont commencé les ennuis avec l'imprimerie Ronja. Je ne peux parler que de choses que je connais.
si vous voulez, m'interviewer sur la partie municipale ou sur le plan personnel de Christian Nucci, puisque, bon, c'est un ami personnel, oui, mais en ce qui concerne la campagne, bon... Est-ce que vous êtes surpris par ce qui arrive à votre patron, en quelque sorte? Oui. Le café préféré de Christian Nucci a fermé ses portes aujourd'hui. Le maire de Beaurepaire est parti en vacances. La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu à la fin du mois. La réouverture du Grand Café Central, prévue le 30 août, devrait coïncider avec la rentrée très attendue de Christian Nucci dans sa commune. Les 7 fédérations de cheminots se sont réunies aujourd'hui pour réagir aux propos du ministre Jacques Doufiague, le ministre des Transports. Propos publiés hier par le journal Le Monde. Monsieur Doufiague veut discuter de l'actuel statut des cheminots de la SNCF. Les 7 fédérations syndicales ont trouvé ces déclarations provocatrices et dangereuses et ont rappelé très fermement leur opposition à tout démantèlement du statut actuel. Et les syndicats, Gérard Morin, se demandent mais quelle mouche a donc piqué le ministre? Si Jacques Doufiague a voulu secouer un peu la SNCF, il a gagné. Veut-il réellement remettre en cause le statut des cheminots? Ils ont sûrement des avantages sociaux importants, enviés par beaucoup d'autres Français, mais ils sont prêts à les défendre avec acharnement. Jacques Doufiague, ministre des Transports, veut-il que la SNCF, entreprise de 230 000 salariés, soit mieux gérée? Autrement dit, le travail de l'actuelle direction est-il mauvais? Le PDG Philippe Essig est-il menacé, comme l'a été celui de la RATP? À la direction de la SNCF, on ne semble pas inquiet à ce sujet. Finalement, Jacques Doufiague n'a-t-il pas simplement fait un coup d'éclat, un de ces coups dont on parle plus facilement en été? Peut-être, après tout, on aime bien ça chez ceux qu'on appelle la bande à Léo, c'est-à-dire les ministres proches de François Léotard. Mais un coup d'éclat laisse toujours des traces dans l'opinion, et l'idée de rediscuter le statut des cheminots pourrait bien ressortir un jour. Troisième et dernière partie de l'enquête menée par Martine Arrojoubert et Bernard Fuissesso sur les femmes qui se battent pour le pouvoir. Enquête que nous avons proposée depuis le début de la semaine. L'idée était venue de ce qui s'est passé aux Philippines avec Cory Aquino. Dans son propre pays, Cory Aquino a suscité d'autres vocations chez d'autres femmes. Nous l'avons vu hier également au Bangladesh. Ce soir, le Pakistan. Benazir Bhutto a connu elle aussi le martyre d'un proche, son père, pendu sur ordre du général Zia. Contre ce même général, Benazir Bhutto mène la bataille pour le pouvoir. La province du Sindh, pays de toutes les révoltes. Bastion pour la famille Bhutto, implantée ici depuis des générations. Bhutto, un nom qui claque comme un drapeau, mais aussi une dynastie marquée par la tragédie. Père et fils assassinés, l'un par la corde, l'autre par le poison, ils reposent tous deux dans ce mausolée. Le père, Ali Bhutto, Premier ministre du Pakistan, pendu après un procès bâclé inspiré par le général Zia, aujourd'hui président. Ali Bhutto, pour ses fidèles, un martyr, dont l'héritière est sa fille, Benazir. Aujourd'hui, ces mêmes fidèles commémorent le premier anniversaire de la mort de Shahnawaz, fils d'Ali et frère de Benazir, mystérieusement empoisonné sur la Riviera. Benazir, en exil à Londres, est revenu dans son pays il y a 5 mois. Sur son passage, les foules se dressent, entraînées par son nom et l'espoir qu'elle soulève. Cette tombe, source de recueillement pour Benazir, mais aussi source de force. Au souvenir d'un serment de son père, je gouvernerai ce pays du fond de ma tombe. Et Benazir se veut le bras qui accomplira cette promesse, hanté par l'ombre de ce père, flamboyant et despotique, séducteur et dictatorial. L'arcana dans la maison familiale. Benazir a la prudence de sembler écarter toute idée de vengeance. Je veux refermer la porte sur le passé. Si j'avais voulu la justice, pour ne pas parler de revanche, je serais allé voir le peuple pour lui dire « Mon père a été tué pour vous. Je viens vous demander justice. » Les gens auraient répondu à mon appel, mais je ne l'ai pas fait. Je leur ai dit « J'ai connu la douleur. Et parce que j'ai connu la douleur et le deuil, je ne veux plus qu'il y ait de douleur et de deuil. C'est pour cela que je vous demande de refermer le chapitre sur le passé. S'il y a des élections à l'automne, comme je le demande, bâtissons ensemble un Pakistan dont même le Premier ministre, mon père, aurait été fier.
मुझे अदड़ी खेत बचायो मनसूर खणियो पई अचे वो दर्द हज़ारे दिल में वो दर्द हज़ारे दिल में सवे सूर खणियो पई अचे मुझे अदड़ी खेत बचायो मनसूर खणियो पई अचे मुझे अदड़ी Benazir, objet de culte, idole de chansons à sa gloire. Difficile pourtant de savoir ce que pensent les centaines de Pakistanais qui franchissent comme pour un pèlerinage les grilles de cette maison d'ordinaire fermée sur les secrets d'une famille, aristocrate et socialiste, occidentalisée mais avec l'islam pour foi, une famille représentée aujourd'hui par une femme qui s'abrite toujours derrière le masque de son père. Viennent-ils ici par curiosité ou par attachement politique? Ils ne le diront pas et se réfugient derrière une idée simple, Benazir avec nous. Une certitude, le nom de Bhutto exerce une irrésistible attraction, le seul homme d'État qui, malgré ses excès, avait su leur donner une dignité. Mais Benazir Bhutto, isolé au milieu de sa cour de femmes qui la vénèrent, la protège, pas facile d'être une femme dans une république islamique, paraît trop attentive à mettre ses pas dans les traces de son père. Plus européenne que ses sœurs pakistanaises, diplômée d'économie politique à Oxford, passionnée par la politique étrangère, elle risque de perdre le contact avec son peuple. Certains, des vieux conseillers de son père, l'accompagnent. D'autres l'ont déjà lâché en chemin. Ils lui reprochent son arrogance, son éloignement des problèmes quotidiens du pays. Au Pakistan, deux volontés s'affrontent pour le pouvoir. Le général Zia, l'actuel président, au nom de l'armée, Benazir, au nom du père. Le Pakistan, le Bangladesh, les Philippines, une enquête, les femmes et le pouvoir, une enquête menée par Martina Roche-Weber et Bernard Puissessou. En Pays Basque espagnol, manifestation indépendantiste à Vitoria la nuit dernière. Plusieurs centaines de personnes ont protesté contre les récentes expulsions de réfugiés basques espagnols en France. Les affrontements ont été très violents avec la police. Une trentaine de personnes ont été blessées. William Schroeder est mort. Il avait vécu 620 jours avec un cœur artificiel dans sa poitrine. Il fut opéré en 1984. William Schroeder est l'homme qui a vécu le plus longtemps avec un cœur en plastique. Mais les complications post-opératoires, les attaques cérébrales ont marqué les limites de l'usage du cœur artificiel, le Jarvik 7. Cependant, il faut noter que le Jarvik 7 est utilisé avec succès lors d'implantations temporaires en attendant la greffe d'un vrai cœur humain. Ce fut notamment le cas en France à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière avec l'équipe du professeur Cabrol. Une agence de voyage qui reçoit des documents confidentiels défense, c'est pas tout à fait normal, c'est même insolite. Pourtant difficile de le faire croire aux autorités du ministère de la Défense. Une agence fondée il y a près de 15 ans, spécialisée dans les croisières, appelée Navifrance, reçoit depuis quelque temps des séries de secrets militaires. Information révélée par le Canard enchaîné. Mais le plus difficile pour cette agence Navifrance, c'est de restituer les documents. Personne n'en veut. L'histoire est racontée par Hervé Brusini et Pascal Pueyo. Fin 85, un sous-marin nucléaire avait l'humeur vagabonde, ou plutôt les plans de ce sous-marin, comme d'ailleurs ceux de bien d'autres équipements militaires. La société Navifrance recevait tout un courrier digne du tampon confidentiel défense. Surprise de cette secrétaire qui voyait son téléx embouteillé par des offres d'achat de radars ou de vedettes de guerre. Surprise pour cette société qui ne s'occupe que de croisières pour gentils touristes. Très vite, à Navifrance, on a tout compris. Depuis peu existe une autre société, baptisée elle aussi Navifrance, mais spécialisée dans le matériel de guerre. Alors le PDG des croisières a averti le PDG du militaire, qui est resté insensible aux appels de cet homme, tout tourneboulé par cette histoire. Pensez, chez lui, il y a même eu une alerte à la bombe. Depuis ça, on a commencé vraiment à avoir, non seulement à être préoccupé, mais à avoir peur, plus le personnel et ma famille que moi-même. Il y a les pauvres attachés militaires du Canada qui m'appellent, des Indes qui m'appellent naval, l'attaché naval. Il m'a dit, monsieur, pourquoi vous avez reçu des documents, vous ne les avez pas tout de suite transmis à moi? Qu'est-ce que je vais dire à mon gouvernement maintenant, moi? Avec notre sous-marin, nous sommes allés voir l'autre Navifrance, une filiale de Thomson. La porte est restée close. Comment de tels documents peuvent-ils ainsi naviguer un peu partout? Pourquoi être resté sourd à l'alerte donnée? Pas de réponse. Le ministère de la Défense serait intervenu ces derniers jours. Bientôt donc, la confusion entre les deux Navifrance ne sera plus qu'un mauvais souvenir,
Et déjà, on peut voir un sous-marin à l'humeur vagabonde dans un lieu rêvé pour une fin heureuse à toute cette histoire, les bassins de la Concorde. Tout le monde veut souffler les 200 bougies de l'anniversaire de la première ascension du Mont Blanc. Et quand je dis tout le monde, c'est un véritable embouteillage. Comme il serait faux de dire circuler, il n'y a rien à voir. Il convient de prévenir les alpinistes occasionnels des dangers de la montagne et de la nécessité de prendre un bon guide. Au Mont Blanc pour Antenne 2, Emmanuel Vanier, Jacques Douai. Le Mont Blanc, le toit de l'Europe, est le rêve de tous les alpinistes. Pour parvenir à son sommet, des dizaines de voies de tout niveau. La plus facile, parcourue chaque été par des milliers de grimpeurs, est devenue une véritable autoroute avec de sérieux embouteillages. Premier bouchon, le refuge de l'Aiguille du Goûter, 3800 mètres d'altitude. 76 places et avant-hier soir 220 personnes qui se bousculaient dans une ambiance bon enfant. Ça va de savoir. Ça aide à monter? Oh bah ça aide à descendre. Un moment très délicat, le coucher. Les sacs et les tabourets sont entassés sur les tables, les alpinistes dessous. Trois étoiles minimum. Ceux qui n'ont pas eu de place dans le refuge dormiront dehors. Enfin, dormiront, c'est un bien grand mot. Mais au moins, le spectacle est splendide. 3 heures du matin, le départ vers le Mont Blanc, les yeux encore pleins de sommeil. Quelques heures plus tard, sur l'arête des Bosses, tout près du sommet, c'est la longue procession des conquérants de l'inutile. Et puis enfin, c'est le sommet, les derniers pas, la joie efface les fatigues de la montée. C'est bon? It's very good. It's very good? It is. Hier, il y avait au sommet un Japonais de Tokyo. Son fils lui avait demandé d'enfouir dans la neige une offrande et une photo, tout là-haut, sur le toit de l'Europe. Eh oui, nous serons là demain pour cette journée exceptionnelle sur Antenne 2 avec le concours de la SFP, des techniciens de la SFP. Télématin, Antenne de midi et l'édition de 20h en direct. Détails de ces opérations avec Emmanuel Vanier. Itinéraire qu'emprunteront Paccard et Balma et 2 journalistes d'Antenne 2, Jacques Douai et Emmanuel Vanier. Demain, vendredi, tous les journaux retransmettront en direct la progression de la cordée. Dans Télématin, rendez-vous au Grand Mulet à 3000 mètres d'altitude. 2 invités, Sylviane Tavernier, une jeune femme aspirant guide, et René Claret-Tournier, le recordman des ascensions au Mont Blanc. Il l'a gravi 520 fois. À 13h, journal en direct d'ici même au Grand Plateau, 4000 mètres d'altitude. Noël Mamère recevra Roger Frison-Roche et Christophe Profit, 2 générations d'alpinistes. À 20h, rendez-vous toujours en direct au sommet du Mont Blanc, 4808 mètres et 40 cm exactement. La cordée Paccard-Balma sera accueillie par Claude Sérillon, entouré de Sylvain Saudan, le skieur de l'impossible, de Maurice Herzog, le vainqueur de la... Quelques heures plus tard, sur l'arête des Bosses, tout près du sommet, c'est la longue procession des conquérants de l'inutile. Enfin, c'est le sommet, les derniers pas, la joie efface les fatigues de la montée. C'est bon? It's very good. It's very good? It is. Hier, il y avait au sommet un Japonais de Tokyo.
Son fils lui avait demandé d'enfouir dans la neige une offrande et une photo, tout là-haut, sur le toit de l'Europe. Eh oui, nous serons là demain pour cette journée exceptionnelle sur Antenne 2 avec le concours de la SFP, des techniciens de la SFP. Télématin, Antenne 2 midi et l'édition de 20h en direct. Détails de ces opérations avec Emmanuel Vanier. Itinéraire qu'emprunteront Paccard et Balma et deux journalistes d'Antenne 2, Jacques Doué et Emmanuel Vanier. Demain, vendredi, tous les journaux retransmettront en direct la progression de la cordée. Dans Télématin, rendez-vous au Grand Mulet à 3000 mètres d'altitude. Deux invités, Sylviane Tavernier, une jeune femme aspirant guide, et René Claret-Tournier, le recordman des ascensions au Mont Blanc. Il l'a gravi 520 fois. À 13h, journal en direct d'ici même au Grand Plateau, 4000 mètres d'altitude. Noël Mamère recevra Roger Frison-Roche et Christophe Profit, deux générations d'alpinistes. À 20h, rendez-vous toujours en direct au sommet du Mont Blanc, 4808 mètres et 40 cm exactement. La cordée Paccard-Balma sera accueillie par Claude Sérillon, entouré de Sylvain Saudan, le skieur de l'impossible, de Maurice Herzog, le vainqueur de l'Annapurna, et du spationaute Patrick Baudry, le Français le plus haut du monde. Voilà, ce sera donc un exploit technique, je crois, important, avec les moyens de la SFP, mais avec une grande interrogation, Brigitte, c'est le temps, la météo. Alors, il faudra bien se couvrir, hein, c'est ça. Oui, parce que vous savez d'abord que vous allez retrouver les nuages, mais grand avantage, comme vous êtes à 4800 mètres d'altitude, vous serez au-dessus d'eux, parce que les nuages, eux, se situent à 3000 mètres d'altitude, et on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, à un moment, on voyait ce coton, cette impression de coton, c'était les nuages. Je vous raconterai. Vous me raconterez, parce que grand avantage aussi du direct toute la journée, c'est que nous allons pouvoir suivre du coup la progression de ces nuages en direct. Alors pourquoi? On va regarder la photo satellite. Parce que ces nuages aujourd'hui, ils étaient sur le nord-ouest et sur le sud-ouest. Ils vont se décaler de plus en plus vers l'est et nous les retrouverons demain matin. Et ça, c'est ce que vous allez regarder sur la carte. Nous les retrouverons donc à l'est demain matin. Ils seront nombreux le matin sur les Alpes, bien sûr, mais également de la Picardie au Morvan, de la Franche-Comté au couloir rhodanien. En pleine, ils pourront donner quelques précipitations très faibles. Et puis l'après-midi, ils continueront leur course et du coup, le ciel s'éclaircira de plus en plus. Partout ailleurs, c'est vraiment du beau temps, surtout sur la Méditerranée et la Corse, où les vents de nord-ouest tout de même souffleront fort. Et puis les températures, la carte des températures est intéressante parce que demain, ces températures correspondront exactement aux normales saisonnières, de 19 à 25 degrés sur la moitié nord et de 24 à 31 degrés sur la moitié sud. Demain, ce sera donc le vendredi 8 août, 3 minutes de soleil en moins. Il se lèvera à 6h34, se couchera à 21h17, ce sera la Saint-Dominique. Et puis je dois vous mettre en garde, Claude, effectivement, je viens de donner des températures pour la plaine, mais vous, à 4800 mètres d'altitude, vous aurez tout de même moins 10 degrés. Et oui. Ah oui, tout de même. Regardez ce qui nous accompagne pour vous dire bonsoir. C'est un magnifique bouquet de lavande et de lavandin. Je vous ai offert par la Fédération nationale des producteurs de lavande qui fête la lavande et le lavandin les 14 et 15 août prochains en Provence, notamment à Avignon et à Aix. Merci. Le dernier journal de la rédaction Antenne 2 vous sera présenté par Bernard Pradino à 23h15. À demain sur le Mont Blanc en direct à 20h à 4808 mètres d'altitude. Bonsoir, merci.